Mes parents ont donné à mon frère les clés de ma maison du lac, dont le crédit était entièrement remboursé, pour une fête d'un week-end, et ce, sans me demander mon avis. Il a endommagé le ponton, ruiné les meubles, et m'a laissé une facture de réparation de 7 800 €. Mon père m'a dit, un égoïste insignifiant comme toi ne mérite pas une maison du lac. Je lui ai tendu le devis. Il l'a froissé, et jeté à mes pieds. J'ai envoyé les photos, ainsi que les images de vidéosurveillance, à mon avocate. Lorsque la lettre recommandée est arrivée, la porte d'entrée était ouverte d'une dizaine de centimètres. Quand je suis arrivé sur le porche, la porte n'était pas simplement déverrouillée, elle était ouverte. Le chambranle portait une marque d'éraflure à hauteur de genou, là où quelqu'un l'avait forcé à coups de pied, pour l'ouvrir plus grand. Le paillasson était retourné, à l'envers, avec une canne en aluminium écrasée, incrustée dans le revêtement en caoutchouc. J'ai posé mon sac sur la marche, et j'ai poussé la porte le reste du chemin, avec seulement 2 doigts. La maison du lac empestait la bière chaude et le bois mouillé. Le coussin d'un canapé gisait, face contre terre, sur le sol de la cuisine, et le tissu présentait une auréole marron, imprégnée dans les fibres, qui n'était pas là 5 jours auparavant. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte, laissant la pièce s'assembler sous mes yeux. Kay était derrière moi sur le porche, tenant toujours ses clés, et je l'ai entendu s'arrêter net, lorsque l'odeur l'a frappé. 2 fenêtres, dans la chambre du fond, présentaient des fissures allant d'un coin à l'autre. La tringle à rideau avait été arrachée du mur d'un côté, de sorte que l'ensemble pendait de travers, et il y avait une empreinte de botte sur le rebord de la fenêtre. Une semelle entière, en bout séché, comme si quelqu'un était sorti par là. J'ai traversé la cuisine. Les étagères, que j'avais sculptées dans du cèdre 3 étés plus tôt, portaient des traces de bottes sur le 2e niveau. Des marques de talons, écrasées dans le bois, comme si quelqu'un était monté dessus pour atteindre le placard du haut. La table, que j'avais restaurée sur 2 week-ends, en ponçant la surface jusqu'au grain brut et en la scellant avec 4 couches de polyuréthane, présentait 4 brûlures de cigarettes le long du bord. Chacune était enfoncée dans le grain, assez profondément pour qu'un simple ponçage ne puisse les effacer. Quelqu'un avait utilisé la table comme cendrier, sans même se donner la peine d'utiliser le vrai, pourtant posé à 15 cm de là, sur le plan de travail. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu que le ponton avait un problème. La poutre centrale, celle que j'avais remplacée 2 fois depuis que mon grand-père et moi avions construit l'original quand j'avais 16 ans, présentait une fissure. Elle courait du 2e poteau jusqu'à la rambarde. La poutre pendait à un angle qui indiquait que la sous-structure avait bougé, en dessous. Et, depuis l'intérieur de la cuisine, je pouvais voir que ce n'était pas une fissure superficielle. Elle traversait le bois de part en part. Je me suis dirigé vers la cheminée. Le canard en bois sculpté était sur le sol. Sa tête s'était détachée du corps, au niveau de l'articulation du cou, et une capsule de bière était coincée dans la rainure, là où l'anneau de grain sombre rencontre le bois plus clair. Mon grand-père et moi avions sculpté ce leur ensemble, le même été où nous avions construit le ponton. J'avais 16 ans. Il tenait le bloc pendant que je maniais le couteau, et quand la tête est sortie de travers, il a dit que c'était très bien, parce que les vrais canards ne sont pas symétriques non plus. Nous y avions passé 3 après-midi, assis sur les planches du ponton, le dos contre le poteau, avec le lac plat derrière nous. 21 ans sur le manteau de la cheminée. Je l'ai ramassé à 2 mains. La capsule de bière est tombée, et a roulé sous le canapé. Kay est entrée par la porte arrière. Elle était restée sur le ponton pendant 2 minutes, et son visage était crispé, d'une manière que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, la nuit où son père avait appelé, pour nous annoncer l'inondation de leur sous-sol. La rambarde est desserrée, a-t-elle déclaré. Toute la section vacille quand on s'appuie dessus, et le taquet d'amarrage est tordu sur le côté, comme si quelqu'un y avait attaché un bateau, avant de démarrer en trombe. Elle a posé ses mains sur le plan de travail, et a regardé les brûlures de cigarettes sur la table. Rowan, il y a des marques de brûlures sur les planches du ponton. Ils ont allumé un feu directement sur le bois. Pas dans le foyer, sur les planches. Combien de personnes faut-il pour fissurer une poutre de ponton, a-t-elle demandé. Plus de 2, ai-je répondu. Ce n'était pas juste ton frère, assis ici tout seul avec un pack de bière. C'était toute une foule. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec les brûlures de cigarettes sous mon avant-bras. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté au système de caméras de sécurité, que j'avais installé 2 ans plus tôt. 4 caméras, porche avant, porche arrière, allée, ponton.
J'ai affiché l'historique des mouvements, et j'ai filtré par date. La première entrée datait d'il y a 4 mois. 22 personnes sur la propriété. Le pick-up noir de Nash, garé en marche arrière dans l'allée. Le haillon baissé. La musique était visible, à travers la vibration de la rambarde du Porsche, sur la caméra avant. L'horodatage allait de 19h14 à 2h47 du matin. J'ai regardé quelqu'un porteur une enceinte vers le ponton à 20h03, et quelqu'un d'autre traîner une glacière sur le sol de la cuisine à 23h17, laissant une éraflure blanche sur le bois que j'avais moi-même verni. J'ai fait défiler vers le bas. Une deuxième date, 3 semaines plus tard. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. 6 entrées en tout. 6 dates, réparties sur 4 mois. 40 visages différents, à travers les images. La berline argentée de mes parents est apparue lors de la deuxième visite, garée derrière le pick-up de Nash. Mon père, Clint, a traversé l'allée, avec une caisse de je ne sais quoi sous le bras, à 18h48. Ma mère, Diane, n'était pas dans le cadre, mais la portière passager était ouverte, et quelqu'un avait posé sur la marche avant un sac à main, qui ressemblait au sien. 6 fois. Pas une seule. 6 fois, quelqu'un avait utilisé ma maison, mon ponton, mes meubles et ma propriété, pendant que Kay et moi étions au travail, chez ses parents, ou endormis dans notre appartement, à 40 minutes de là. Et personne n'avait appelé. Personne n'avait demandé la permission. Personne n'en avait parlé, lors d'un seul dîner de famille, en 4 mois. J'ai acheté cette maison il y a 6 ans, pour 138 000 €. Une ruine à retaper, sur un chemin de terre, avec un toit qui fuyait, et un ponton qui tenait plus du souvenir que de la structure. Mon grand-père m'avait laissé l'apport initial avant sa mort. Pas une fortune, mais assez pour que la banque dise oui. J'ai fini de rembourser le prêt il y a 2 ans, avec un salaire de professeur de menuiserie de 52 000 € par an. Cela signifiait dire non aux vacances, dire non au pick-up dont j'avais envie, et dire non à la rénovation de la cuisine que Kay et moi avions prévue pour notre appartement. L'évaluation actuelle, après mes rénovations, est de 215 000 €. Chaque euro de cette augmentation provenait de mes propres mains. Les sols que j'ai poncés à genoux, les étagères que j'ai sculptées, le ponton que j'ai reconstruit, la table que j'ai restaurée, jusqu'à ce que le bois semble vivant sous ma paume. Nash, lui, l'avait traité comme une location, sans caution et sans propriétaire. J'ai failli conduire jusqu'à la maison de mes parents, ce soir-là. Il était 23h40. Je pouvais encore sentir la bière dans la moquette, ainsi que quelque chose d'aigre dans la chambre du fond. Mes clés étaient dans ma main, ma veste était sur mon dos, et je répétais déjà ce que j'allais dire. Un discours qui commence par « Comment avez-vous pu » et qui se termine avec quelqu'un qui crie, sans que rien ne change. Kay était déjà réveillée. Elle était assise au bord du lit, son téléphone posé face vers le bas sur la table de chevet, et elle a prononcé 4 mots, sans élever la voix, « Laisse Lorna s'en charger ». J'ai remis mes clés sur le crochet. Je me suis assis sur le lit, à côté d'elle, pendant un long moment, sans parler. Le corps du canard était sur la table de chevet, à côté de son téléphone. La tête fissurée était dans mon autre main. Si des histoires comme celle-ci vous captivent, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez la cloche, pour n'en manquer aucune. Le lendemain matin, j'ai appelé un entrepreneur agréé nommé Garza, qui avait fait des travaux de toiture sur 2 maisons plus bas dans la rue. Il est venu le lundi après-midi. Il a parcouru la propriété avec un presse-papier et un mètre ruban, a photographié chaque surface endommagée, et m'a remis une évaluation détaillée des dégâts visibles, rien que pour la 6e visite. Poutre et rambarde du ponton, 4 200 €. Remplacement et réparation des meubles, 2 100 €. 2 fenêtres fissurées, 800 €. Porte du lave-vaisselle et tiroir de cuisine, 700 €. Total, 7 800 €. Je lui ai demandé de revenir plus tard dans la semaine, pour évaluer les dégâts plus anciens, datant des 5 visites précédentes, le temps pour moi d'organiser les images par date afin qu'il puisse faire correspondre la chronologie. Ce même lundi après-midi, Ferry est venu de 3 maisons plus loin. Il portait 2 tasses de café, et avait son téléphone dans la poche de sa chemise. Ferry avait 63 ans, c'était un postier à la retraite, qui vivait au lac toute l'année depuis le décès de sa femme, 4 ans plus tôt. Il a posé une tasse sur le poteau du ponton, a regardé la poutre fissurée, et a passé sa main le long de la fente, sans rien dire, pendant environ 10 secondes. 5 ou 6 fois, a-t-il fini par dire.
Des voitures dans l'allée, de la musique après minuit. La 4e fois, je suis venu pour dire quelque chose, et il y avait 30 personnes dans le jardin. Personne que je ne connaissais, à part ton frère. Il a sorti son téléphone, et a fait défiler 4 photos. La rambarde du Porsche fissurée et pendante. Des traces de pneus sur la pelouse, laissées par quelqu'un faisant demi-tour trop vite. Une glacière rouge sur le ponton, avec des canettes éparpillées autour. Une voiture garée sur l'herbe, le pare-choc touchant le poteau de la clôture. J'aurais dû appeler plus tôt, a-t-il regretté. Il tenait la tasse à 2 mains, et regardait le ponton comme si c'était personnel. La 4e fois, il y avait une fille debout sur la rambarde, en train de prendre une photo. Les 2 pieds sur la barre supérieure. J'ai cru que tout allait s'effondrer dans l'eau. As-tu dit quelque chose à Nash, lui ai-je demandé. Je suis monté jusqu'à l'allée. Il se tenait près de son pick-up, une bière à la main, avec environ 15 personnes derrière lui, sur la pelouse. Je lui ai dit, c'est la propriété de ton frère, et tu dois faire moins de bruit. Il a répondu, et je le cite texto. Rowan s'en fout. Demande à mon père. Ensuite, il s'est retourné et est rentré à l'intérieur. Ferry m'avait regardé reconstruire cette rambarde, 2 ans plus tôt. Il m'avait apporté de la limonade, et s'était assis sur une chaise de jardin, à la limite de sa propriété, pendant que je travaillais. C'était le genre de voisin qui remarquait les choses, qui s'en souvenait, et qui se sentait responsable lorsqu'il n'agissait pas, face à ce qu'il observait. Je lui ai demandé s'il serait prêt à consigner ce qu'il avait vu, dans une déclaration écrite. Il a dit oui, avant même que je n'ai terminé ma phrase. Le mardi matin, 3e jour, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, avec le devis de 7 800 € dans une enveloppe Kraft. Je n'apportais que les dégâts visibles, le chiffre de la 6e visite. Les 5 autres visites, les images de surveillance, et les photos du voisin, restaient bien au chaud dans ma poche arrière. Je suis entré avec un seul morceau de papier, car je voulais voir quel effet un seul morceau de papier aurait. Diane a ouvert la porte d'entrée, et a semblé surprise de me voir un jour de semaine. Je l'ai contourné pour aller dans la salle à manger. Clint était à table, en train de lire quelque chose sur son téléphone, avec un verre d'eau et un journal plié à côté de son coude. J'ai posé le devis devant lui, le papier bien à plat, le chiffre vers le haut. Il l'a pris. Il l'a lu. Il l'a reposé. Il l'a repris. Sa mâchoire s'est contractée, puis quelque chose a changé sur son visage. La même expression que j'avais vue quand j'avais 14 ans, et que je lui avais demandé de venir à mon exposition scolaire de menuiserie. Il m'avait regardé, comme si je demandais quelque chose de déraisonnable. Il me regardait exactement de la même façon, maintenant. Un égoïste insignifiant comme toi ne mérite pas une maison du lac, a-t-il déclaré. Sa voix n'était pas forte. Elle était plate et catégorique, comme s'il lisait quelque chose qu'il avait déjà décidé. Tu t'assois sur ce ponton chaque week-end, comme si tu avais construit le Taj Mahal. Ton grand-père a eu pitié de toi, et il t'a fait un chèque. Ce n'est pas du mérite. C'est de la pitié. Ton frère a du mal à remettre sa vie sur les rails, et tu ne peux même pas le laisser utiliser un endroit qui reste vide 5 jours par semaine. Il avait besoin d'un endroit pour inviter ses amis. Toi, tu avais besoin d'un endroit pour te sentir important. La différence, c'est que lui a vraiment des gens qui veulent être autour de lui. Il a froissé le devis, mais pas sur la table. Il l'a mis en boule d'une seule main, et l'a laissé tomber sur le sol, entre mes chaussures. Le papier a heurté le parquet, a roulé une fois, et s'est arrêté contre mon pied gauche. Diane se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle n'avait pas bougé depuis mon arrivée. Ses bras étaient croisés, et son menton légèrement relevé. La posture qu'elle adoptait, lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle avait déjà répété. C'est ton frère, Rowan. Tu as une femme. Tu as un travail. Tu as la maison. Qu'est-ce que Nash a, lui? Un appartement avec un ascenseur en panne, et une voiture qu'il a du mal à payer. Tu vas vraiment en faire tout un plat, pour quelques meubles? Quelques meubles. La table que j'ai restaurée. Les étagères que j'ai sculptées. Le ponton que mon grand-père m'a aidé à construire, quand j'étais encore un gamin qui croyait que sa famille respectait les choses qu'il fabriquait. Quelques meubles. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis penché, j'ai ramassé le devis froissé,
je l'ai plié une fois le long de la pliure d'origine, et je l'ai mis dans ma poche arrière. Ensuite, je suis entré dans la cuisine. Sur le mur, à côté du réfrigérateur, se trouvait le calendrier familial. La même grille plastifiée que Deyane utilisait depuis que j'étais au lycée. 6 dates étaient cochées de son écriture. À l'encre bleue, chacune indiquant « Nash Lack ». 6 dates qui correspondaient exactement aux 6 dates de mes vidéos de sécurité, jour pour jour. J'ai pris une photo, puis une deuxième de plus près, pour que l'écriture soit lisible et que les en-têtes des mois soient visibles. Deyane m'a regardé photographier le calendrier. Elle n'a pas demandé ce que je faisais. Elle le savait. Je suis sorti. Deyane a appelé mon nom une fois, depuis le Porsche. Je ne me suis pas retourné. Depuis le siège conducteur, j'ai appelé Lorna Haddad, une avocate spécialisée en litige civil, que le cousin de Kay avait engagée 2 ans plus tôt, pour un conflit de propriété. Je lui ai dit que j'avais des vidéos, un devis d'entrepreneur, des photos d'un voisin, un témoin prêt à faire une déclaration, et un calendrier avec 6 dates, de l'écriture de ma mère. Elle m'a répondu, venez demain à 9 h. Le bureau de Lorna se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques sur Grand Street, avec 3 armoires à dossier contre le mur, et une fenêtre donnant sur le parking. Elle avait 48 ans, était directe, et n'utilisait pas de mots superflus. Je lui ai tendu une clé USB, contenant les 6 visites téléchargées. Elle l'a branchée sur son ordinateur portable, et a regardé les images en avance rapide. Elle mettait en pause au moment où les visages étaient les plus clairs, là où les dégâts se produisaient en temps réel, sous nos yeux. La 2e visite montrait quelqu'un traînant mon kayak sur les planches du ponton, laissant une profonde entaille dans le bois. La 4e montrait un groupe de 8 personnes, s'appuyant en même temps sur la rambarde du ponton, le bois pliant visiblement sous leur poids combiné. Le 6e jour, elle m'a rappelé. Elle avait mis en pause la 3e visite, à la minute 14 et 22 secondes. Nash franchissait la porte d'entrée en portant des enveloppes. Pas un colis. Du courrier. Lorna a zoomé sur l'image de son écran, jusqu'à ce que l'adresse de l'expéditeur soit lisible, sur l'enveloppe du dessus. First Capital Auto. Une boîte postale à Columbus. Votre frère a-t-il contracté un prêt automobile récent, a-t-elle demandé. Nash avait acheté une berline d'occasion, environ 8 mois plus tôt. Il l'avait mentionné lors d'un dîner de famille. Il avait dit qu'il avait finalement été approuvé, après 2 tentatives. Je me souviens que Clint avait souri quand Nash l'avait annoncé. Un sourire qui avait une raison cachée, que je ne comprenais pas à l'époque. Il a indiqué votre maison du lac comme résidence principale, sur sa demande de prêt, a déclaré Lorna. Elle a affiché les registres d'évaluation du comté, sur un 2e écran. La maison du lac était à mon nom, sans copropriétaire, et l'hypothèque avait été soldée 2 ans auparavant. C'est une fraude à l'adresse sur une demande de prêt, a-t-elle affirmé. Le prêteur a approuvé un prêt automobile de 18 500 €, sur la base d'une adresse résidentielle où votre frère n'a jamais vécu. Si le prêteur le découvre, les conditions du prêt seront révisées. Si les conditions sont révisées et que la fraude est confirmée, le remboursement intégral du prêt peut être exigé immédiatement. Et votre frère n'a aucun lien légal avec cette propriété. Il n'est pas sur l'acte de propriété. Il n'est sur aucune facture de service public. Il n'a jamais payé un seul euro pour l'hypothèque, les taxes ou l'assurance. Mon père le savait-il, ai-je demandé. D'après ce que vous avez décrit, oui. Il a donné la clé à votre frère. Il a encouragé ses visites pour établir une présence. Il était lui-même sur la propriété, lors de la 2e visite. Cela fait de lui un complice de la fausse déclaration. Et non un simple témoin. Un prêteur vérifiant cette adresse verrait une propriété stable, entièrement payée, appartenant à un seul propriétaire depuis longtemps. Il ne verrait pas un manutentionnaire d'entrepôt, ayant déménagé 3 fois en 2 ans, et avec 2 rejets de prêts précédents. 8e jour. Garza est revenu avec l'évaluation complète, couvrant les 6 visites. Il avait croisé les eurodatages de mes vidéos, avec la progression des dégâts dans chaque pièce, et sur le ponton. Dommages cumulés sur 4 mois, 23 400 €. Sol rayé par des glacières traînées. Murs tachés par des boissons renversées, laissées toute la nuit. Taquet du ponton tordu. Tiroir de cuisine cassé, parce que quelqu'un s'était assis dessus. Rambarde du Porsche fissuré par la foule de la visite numéro 4. Kayak endommagé. 2 fenêtres fissurées.
La poutre du ponton. Les meubles brûlés par les cigarettes. La porte du lave-vaisselle pendant à une charnière. Et les traces de bottes sur mes étagères sculptées à la main. Je suis resté assis dans le bureau de Lorna, tenant le canard en bois, pendant que je lisais le total. Mon pouce glissait le long de la fissure dans le cou, sans que je m'en rende compte, traçant la ligne où l'anneau de grain sombre se séparait du bois plus clair. La sculpture de mon grand-père, sous le bout de mon doigt. La tête de travers, m'avait-il dit, c'était très bien. J'ai failli appeler Nash, à cet instant précis. J'avais mon téléphone dans l'autre main, et ma voix montait déjà dans ma gorge. Cette colère qui naît derrière le sternum, et qui grimpe jusqu'à la mâchoire avant que vous ne puissiez l'arrêter. Mais le téléphone est resté dans ma main. La fissure était sous mon pouce. J'ai posé le téléphone sur le bureau de Lorna, et j'ai laissé la vidéo continuer de défiler, sur son écran. J'ai parlé de mon grand-père à Lorna. Je lui ai raconté comment il m'avait demandé, la dernière fois que je lui avais rendu visite avant sa mort, de garder la famille unie, même quand il rendait les choses difficiles. Je lui ai dit que j'avais honoré cette demande pendant 5 ans. J'avais conduit jusqu'à la maison de mes parents pour chaque fête. J'avais laissé Nash m'emprunter des outils, qu'il ne rendait jamais. J'avais gardé une clé de rechange sur un crochet, près de la porte arrière, parce que ma mère disait que ça la rassurait de savoir qu'elle pouvait venir à la maison du lac, en cas d'urgence. J'aurais dû arrêter après la 2e année. Quand Clint m'a dit, à Thanksgiving, que la maison du lac était gâchée avec quelqu'un qui s'en servait juste pour s'asseoir et fixer l'eau. J'ai expliqué ça clairement à Lorna, sans essayer de faire sonner ça comme un acte noble. Ce n'était pas noble. C'était de l'habitude, de la culpabilité, et les mots d'un homme mort, portant plus de poids qu'il ne le devait. 9e jour. Lorna l'a confirmé. La demande de prêt automobile de Nash, auprès de First Capital Auto, indiquait bien la maison du lac comme son adresse principale. 18 500 €, à 380 € par mois. L'adresse de son appartement, là où il vivait réellement, affichait 3 déménagements en 2 ans. Un historique de location instable. 2 rejets précédents. Clint avait dit à Nash d'utiliser l'adresse de la maison du lac, une propriété sans hypothèque, stable, et détenue à long terme au nom d'un membre de la famille. Le prêt avait été approuvé en 1 semaine. Les fêtes n'étaient pas le fruit du hasard. C'était une couverture. Nash devait établir sa présence à cette adresse, pour que la demande de prêt tienne la route, en cas de vérification par le prêteur. Chaque voiture dans l'allée faisait partie d'un schéma, conçu pour montrer que Nash vivait au lac. Mon père n'avait pas froissé le devis par pure provocation. Il avait paniqué. Ce devis était le premier document externe, reliant Nash à la propriété. S'il entraînait une réclamation d'assurance, cette réclamation ferait remonter les dossiers, et les dossiers feraient remonter une demande de prêt, mentionnant une adresse où Nash n'avait jamais vécu. Le papier froissé à mes pieds n'était pas du mépris. C'était le réflexe d'un homme qui voyait le premier fil se détricoter. J'ai déposé le rapport de police, le 10e jour. 6 chefs d'accusation d'intrusion, plus des dommages à la propriété. L'officier du bureau du shérif du comté a pris mes vidéos, l'évaluation de l'entrepreneur, et la déclaration signée de Ferry. Le rapport a été enregistré avant midi. Lorna m'avait prévenu que la voie civile irait plus vite, et frapperait plus fort, mais le rapport de police était la fondation des 2 démarches. 11e jour. Lorna a préparé la lettre recommandée. 3 copies, 3 noms. Nash, Clint, Diane. Chaque lettre contenait une mise en demeure civile pour 23 400 € de dommages cumulés, l'avis de la plainte pour intrusion déposée auprès du shérif du comté, et un avertissement écrit. Ce dernier précisait que le prêteur automobile serait informé de l'incohérence d'adresse, si l'affaire n'était pas résolue dans les 30 jours. Un huissier a livré les 3 lettres cet après-midi-là. Nash a signé à la porte de son appartement. Clint a signé à la table de la salle à manger, et n'a ouvert l'enveloppe que lorsque la voiture de l'huissier a quitté l'allée. Diane a signé sur le porche, et est rentrée à l'intérieur, sans même lire la première page. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul SMS à Nash, viens à la maison du lac demain. Viens voir les dégâts par toi-même. Il a répondu 20 minutes plus tard, très bien. Si vous suivez cette histoire, assurez-vous d'être abonné à Le Coin Reddit pour voir comment elle se termine. Nash s'est garé dans l'allée de la maison du lac, à 14 h, le 12e jour. La berline argentée de Clint a suivi, 3 minutes plus tard. Je n'avais pas invité mon père.
Il est venu quand même. Ce qui m'en disait long, sur qui s'inquiétait le plus du contenu de ses lettres. Ferry était déjà sur le ponton. Je lui avais demandé d'être présent en tant que témoin. Il se tenait près de la nouvelle rambarde temporaire que j'avais boulonnée, les bras le long du corps, silencieux, observant l'allée par la fenêtre de la cuisine. J'ai fait visiter la maison à Nash et Clint, en silence. Pas d'explication, pas de commentaires. Je pointais les choses du doigt, de la même manière que je le fais pour mes élèves de menuiserie, lorsqu'ils font une mauvaise coupe. Regardez ça. Comprenez ce que vous avez fait. Les brûlures de cigarettes dans le grain de la table de cuisine. Il y en avait 4. Chacune enfoncée au-delà du vernis, jusque dans le bois brut. Les traces de bottes sur les étagères sculptées. La porte du lave-vaisselle, qui pendait à une charnière, là où quelqu'un l'avait tiré trop fort ou s'était appuyé dessus. La chambre du fond. Les fenêtres fissurées, avec un point d'impact causé par un objet lancé, et non par quelque chose qui serait tombé. La tringle à rideau arrachée du mur. Une odeur chimique dans la moquette, qui n'était pas de la bière. Le ponton, avec la fissure de la poutre centrale bien visible, en pleine lumière du jour. L'entaille sur le kayak. Le taquet tordu. Les marques de brûlure près du foyer, causées par un feu allumé directement sur les planches nues, au lieu de l'être dans le bac. Nash a regardé la poutre du ponton. Une partie de tout ça a été déjà comme ça, a-t-il affirmé. Non, ai-je répondu, ça ne l'était pas, les fenêtres, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être un oiseau. Un oiseau ne laisse pas un motif d'impact provenant de l'intérieur d'une pièce. Nash a fermé la bouche. Clint s'est tenu à 1 mètre derrière nous, pendant toute la visite, les mains dans les poches de sa veste. Il n'avait pas prononcé un mot, depuis qu'il était sorti de sa voiture. Nous sommes retournés à l'intérieur. J'ai posé le canard en bois sur la table de la cuisine, à côté de la lettre de mise en demeure. Il était fissuré, mais tenait toujours en un seul morceau. La tête tenait en équilibre, inclinée contre le corps. Nash y a jeté un coup d'œil, et a détourné le regard. Il ne l'a pas reconnu. 21 ans sur la cheminée, sculpté l'été de la mort de notre grand-père, et Nash ne savait même pas ce que c'était. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai tourné l'écran vers eux deux. La vidéo était prête. Un montage de 4 minutes des 6 visites. Compressé, horodaté, les visages bien nets. Visite 1. 22 personnes. Le pick-up noir de Nash dans l'allée. Visite 2. 30 invités. La berline argentée de Clint, derrière le pick-up de Nash. Et voilà mon père, traversant l'allée à 18h48, avec une caisse sous le bras. Visite 3. Nash passant la porte d'entrée, avec le courrier du prêteur. L'enveloppe First Capital Auto bien visible, dans sa main droite. Visite 4. 8 personnes sur la rambarde du ponton, le bois pliant sous le poids. Visite 5. Quelqu'un traînant un meuble sur le sol de la cuisine. Visite 6. Le week-end qui s'est terminé par des fenêtres fissurées, une poutre de ponton fendue, et tout le reste jeté sur le sol. Nash s'est regardé à l'écran, pendant 4 minutes, sans cligner des yeux. Ses mains étaient à plat sur la table, sa mâchoire était serrée, et il ne bougeait pas. Quand la vidéo s'est terminée, la cuisine était plongée dans le silence. Le bruit du lac filtrait par la fenêtre arrière ouverte. À travers la vitre, on pouvait voir Ferry sur le ponton, debout, les mains derrière le dos. J'ai posé 3 documents sur la table, un par un. L'évaluation complète des dommages de l'entrepreneur, 23 400 €, détaillée sur les 6 visites. La capture d'écran de l'enveloppe du prêteur, issue de la visite 3, zoomée pour montrer l'adresse de l'expéditeur. Et la lettre de mise en demeure, avec leurs 3 noms imprimés sur la première page. J'avais failli arrêter la vidéo pendant le visionnage, au moment où le visage de Clint s'était figé, et où sa main avait cherché le bord de la table. Par la fenêtre, Ferry se tenait sur le ponton, exactement au même endroit où je me tenais avec mon grand-père, quand nous avions terminé la construction originale. Il avait vu les dégâts le matin suivant la visite numéro 4. Il avait pris des photos, avant même que je ne le lui demande. Il n'avait pas besoin d'entendre ce qui se disait à l'intérieur. Sa présence sur le ponton, visible à travers la vitre, était inébranlable. Et c'était suffisant. J'ai laissé la vidéo aller jusqu'au bout. Puis, j'ai pris la parole.
Une seule fois, en une tirade concentrée. Ma voix est restée calme, et mes mains sont restées à plat sur la table. Je les ai regardés tous les deux, par-dessus cette table de cuisine, que j'avais restaurée de mes propres mains, et qui arborait désormais 4 brûlures de cigarettes dans le bois. Et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. 6 visites en 4 mois. Je les ai comptées sur les vidéos. 40 invités sur 6 week-ends. Le ponton que j'ai construit avec mon grand-père a une fissure à travers la poutre centrale. C'est du vandalisme. Les meubles que j'ai restaurés à la main ont des brûlures de cigarettes. Et des taches de bière incrustées dans le grain. C'est de la destruction de propriété. L'adresse de ma maison du lac a été utilisée sur une demande de prêt automobile, que je n'ai jamais autorisée et que je n'ai jamais vue. C'est de la fraude. Papa. Tu lui as donné les clés. Tu lui as dit d'utiliser mon adresse. Tu as froissé le devis de réparation, et tu m'as traité d'égoïste insignifiant. Maman a noté les visites de Nash sur le calendrier de la cuisine, et ne m'a pas appelé une seule fois. Elle savait. Il savait. Vous avez tous les deux aidé. Mon avocate a chaque image de vidéosurveillance, chaque facture d'entrepreneur, et une copie de cette demande de prêt. Le rapport de police a été déposé mercredi dernier. La lettre de mise en demeure, envoyée en recommandé. Cite vos 3 noms. 23 400 €. 30 jours. La bouche de Nash est restée fermée. Ses mains n'avaient pas bougé de la table. Il fixait la capture d'écran de l'enveloppe du prêteur. Celle qui montrait sa propre main, portant le courrier à travers une porte qui n'était pas la sienne, dans une maison qui n'était pas la sienne, pour entretenir un mensonge qui n'était même pas son idée à lui. Le corps de Clint a trahi ce que sa voix ne pouvait formuler. Sa main droite s'est posée à plat sur la table, puis s'est recroquevillée en point, puis s'est remise à plat. Sa mâchoire a bougé de gauche à droite, par 2 fois, et le muscle de sa joue a palpité visiblement. Il s'est penché en arrière, puis en avant, et s'est arrêté dans une position qui n'était ni assise, ni debout. Ses yeux sont tombés sur le devis froissé, que j'avais sorti de ma poche arrière, et placé à côté de la lettre de mise en demeure. Le vieux papier et le nouveau, côte à côte. Celui qu'il avait jeté à mes pieds, et celui qui était arrivé par courrier recommandé. Tu m'as traité d'égoïste insignifiant, ai-je repris. L'égoïste insignifiant a construit ce ponton à la main. L'égoïste insignifiant a restauré chaque chaise dans cette cuisine. L'égoïste insignifiant a payé les impôts fonciers pendant 6 ans. Et ne vous a jamais demandé un seul euro à aucun de vous. Grand-père n'a pas eu pitié de moi. Il m'a fait confiance. Il m'a donné l'apport initial, parce qu'il savait que je prendrais soin de cet endroit. Ton autre fils, lui, l'a utilisé pour jouer au beer pong. À une fausse adresse. Tu pourras expliquer à la mémoire de grand-père, lequel de nous deux méritait vraiment ce chèque. Clint a ouvert la bouche. Nous pouvons trouver un arrangement, a-t-il dit. Nous pouvons nous asseoir en famille, et trouver un chiffre qui ait du sens pour tout le monde. Le chiffre est sur la lettre, ai-je répondu. 23 400 €. Ce n'est pas réaliste. Nash gagne 38 000 € par an. Tu le sais très bien. Je sais combien coûtent les dégâts. Je sais combien coûte la fraude. Et je sais qui lui a dit d'utiliser mon adresse. La main de Clint a cherché le bord de la table, et s'y est agrippée. Ses jointures sont devenues blanches. Ses yeux étaient humides, mais son visage était fermé. Le visage d'un homme qui calculait quelle proportion de ce qu'il venait d'entendre pouvait être annulée, pour finalement arriver à un résultat de 0. Ta mère et moi payons pour cette famille depuis 30 ans, a-t-il ajouté. Tout ce que nous avons fait, c'était pour aider ton frère à se remettre sur pied. Tu l'as aidé à commettre une fraude sur une demande de prêt, en utilisant ma propriété. Ce n'est pas se remettre sur pied. C'est lui marcher sur les miens. Tu as froissé le devis à mes pieds. La lettre recommandée, elle, ne se froisse pas. Elle s'archive. La pièce est restée figée. Nash a regardé Clint. Clint n'a pas soutenu son regard. Le téléphone de Nash a vibré sur la table. Le nom d'Otis s'est affiché sur l'écran. Il n'a pas décroché. Il n'y a plus de clé de rechange, ai-je conclu. Il n'y a plus de fête dans cette maison. Il n'y a plus d'appel téléphonique qui commence par « c'est ton frère ». La maison du lac est à moi. Elle a toujours été à moi. Et la prochaine personne qui pose le pied sur cette propriété,
sans ma permission. Rencontrera Lorna avant de me rencontrer. Clint s'est levé de table. Sa chaise a raclé le sol. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte, a fait un pas sur le porche, et s'est arrêté. Il est resté là, la main sur la rambarde, pendant 8 secondes, à regarder l'allée. Puis, il s'est dirigé vers sa voiture, sans se retourner. Il n'a pas prononcé un mot. Nash l'a suivi, 90 secondes plus tard. Il a laissé la lettre de mise en demeure sur la table, avec la capture d'écran du prêteur posée par-dessus. Il a fermé la porte doucement derrière lui. Ce qui était pire que de la claquer, parce que ça signifiait qu'il avait enfin compris. 3 jours plus tard, le 15e jour. Nash était assis sur la chaise, en face du bureau de Lorna. Il avait appelé via son cabinet, parce que j'avais cessé de répondre directement à son numéro. Sa phrase d'ouverture était l'ultime tentative d'un homme, qui pensait encore que le problème était un simple chiffre, et non un comportement répétitif. 3 000 €, a-t-il dit. En espèces, et on est quitte. Laissez tomber la mise en demeure. N'appelez pas le prêteur, et je garde la voiture. 3 000 €, et cette histoire est réglée. 3 000 € sur 23 400 €. Soit 12,8%. Il offrait de couvrir un seul week-end sur les 6. Et il faisait semblant que cela réglait 4 mois d'intrusion, de destruction de propriété, et une demande de prêt frauduleuse. Je ne lui ai pas répondu. J'ai fait glisser la lettre de mise en demeure complète sur le bureau, celle que Lorna avait préparée, avec la ventilation détaillée sur les pages 2 à 4. Nash a lu son propre nom sur la première ligne, puis le nom de Clint, puis celui de Diane. 3 noms. 3 responsabilités individuelles. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a plié la lettre, l'a mise dans la poche de sa veste, et a quitté le bureau sans dire au revoir. La porte s'est refermée derrière lui, avec un léger déclic. Lorna a noté l'heure sur son bloc-notes jaune, et m'a regardé par-dessus ses lunettes. 3 000 €, a-t-elle répété. Il ne comprend pas ce qu'il attend. La demande civile est la partie la plus mineure de tout ça. Si First Capital Auto confirme la fraude à l'adresse, l'intégralité de son prêt sera exigée. 18 500 €. Qu'il n'a pas. Et votre père a co-signé un plan. Qui a mis votre propriété en danger à votre insu? Ce n'est pas un désaccord familial. C'est une mise en péril. Vont-ils confirmer ça? J'ai déjà envoyé la notification. Ils l'ont entre les mains. 17e jour. 9 h du matin. Le téléphone de Nash a sonné, pendant qu'il mangeait des céréales au comptoir de sa cuisine. Une femme du service de conformité de First Capital Auto. Elle était polie et expéditive. Elle a expliqué que leur équipe de conformité avait reçu la notification d'une anomalie potentielle d'adresse, sur sa demande de prêt, et qu'ils avaient besoin qu'il confirme sa résidence principale. 1740 Birch Avenue, appartement 3B, a répondu Nash. C'était son appartement. Sa véritable adresse. Celle qui figurait sur son bail, celle où il dormait chaque nuit. Alors que son prêt automobile indiquait une maison du lac, située à 40 minutes de là, où il n'avait jamais habité un seul jour. 4 secondes de silence sur la ligne. Monsieur Réaren, l'adresse figurant sur votre demande de prêt correspond à une propriété différente, a déclaré la femme. Nous aurons besoin d'une documentation à jour, incluant une preuve de résidence actuelle, dans un délai de 14 jours ouvrables. Si nous ne la recevons pas, les conditions du prêt seront soumises à une révision complète. Qu'est-ce qu'une révision complète signifie, a demandé Nash. Cela signifie que les conditions du prêt peuvent être renégociées, ou que le solde peut être exigé immédiatement, selon le résultat de l'examen. Elle l'a remercié pour son temps, et a raccroché. Nash a posé le téléphone sur le comptoir. Il a ouvert son application bancaire. 1200 € sur son compte courant. Mensualité de la voiture, 380 €. Payable vendredi. Son salaire annuel à l'entrepôt était de 38 000 €, avant impôt. La lettre de mise en demeure sur son comptoir, celle qu'il avait prise dans le bureau de Lorna, réclamait 23 400 €. Son prêt automobile était sous enquête de conformité. Il est resté assis au bord de son lit, sans bouger, pendant 6 minutes. Les mathématiques étaient simples. Les mathématiques ne changeraient pas, peu importe combien de temps il resterait assis là. 22e jour.
Un bar sur la 5e rue. 2 tables avant la fenêtre. Un match de basket diffusé sur l'écran au-dessus du bar, qu'aucun d'eux ne regardait. Otis était assis en face de Nash, avec une bière à moitié vide, et aucune envie de faire la conversation. Lorna avait contacté Otis la semaine précédente, pour lui demander une déclaration de témoin concernant les fêtes à la Maison du Lac. Otis avait été présent à 3 des 6 visites. Il connaissait la disposition des lieux, le volume sonore, les dégâts, et surtout, le fait que personne n'avait demandé l'avis de Rowan. « Je t'avais dit en juin d'arrêter d'utiliser cette maison », a lancé Otis. Sa voix était posée. « Tu as rigolé. Tu as dit qu'il ne le découvrirait jamais. » Il n'était pas censé avoir des caméras, s'est défendu Nash. Voilà ta réponse. Il n'était pas censé t'attraper. Je te dis juste que ça a dégénéré. Ça a dégénéré il y a 4 mois. La toute première fois a dégénéré. Et tu y es retourné 5 fois de plus. Tu as utilisé son adresse pour un prêt auto. Ton père t'a aidé à le faire. Et maintenant, tu es assis là, à me dire que ça a dégénéré, comme si on parlait de la météo. Nash n'a pas répondu. Otis s'est levé. Il a jeté un billet de 10 € sur la table pour son verre, et a repoussé sa chaise. Tu as trahi la seule personne de ta famille qui a réellement construit quelque chose. Il a passé la porte d'entrée, et a tourné à gauche vers le parking. Il n'a plus jamais envoyé de message à Nash. Nash est resté à sa table. Il a fini sa bière lentement. En a commandé une deuxième. Le barman est passé, une serviette sur l'épaule, et a demandé à Nash s'il attendait quelqu'un. Nash a regardé le siège vide en face de lui. Le siège où la serviette en papier d'Otis reposait encore. Et il a répondu, non. 25e jour. Nash a conduit jusqu'à la Maison du Lac, seul, dans cette berline financée avec une adresse où il ne vivait pas. Il s'est garé sur le chemin de terre. Il portait une boîte à outils, achetée dans une quincaillerie discount. Le genre de boîte avec un marteau, un sachet de clous assortis, et un mètre ruban qui se rétracte beaucoup trop vite. Il a marché jusqu'au ponton. La poutre centrale présentait toujours cette fissure, courant du 2e poteau jusqu'à la rambarde. Personne n'y avait touché depuis l'évaluation de Garza. Nash s'est agenouillé sur les planches. Il a placé un morceau de pain en travers de la partie la plus large de la fissure, et a planté un clou. Le clou s'est tordu sur le côté, avant même d'être à moitié enfoncé. Le bois était trop dur, et le clou était trop fin. Il l'a retiré, et a essayé à un autre endroit. Même résultat. Il a essayé avec une deuxième planche, plus épaisse. Au 3e coup de marteau, elle s'est fendue par le milieu. Le grain s'est ouvert en une ligne droite, d'un bout à l'autre. Il s'est laissé glisser sur les planches cassées, et a laissé ses pieds pendre au-dessus de l'eau. La boîte à outils était ouverte à côté de lui. Un marteau, un sac de clous tordus, 2 planches fendues, et un mètre ruban qu'il n'avait même pas utilisé. Le lac était plat. Les arbres, sur la rive opposée, commençaient à changer de couleur. Les premiers tons jaunes apparaissaient dans les érables. Il est resté assis là pendant 20 minutes, sans sortir son téléphone. Puis, il a fermé la boîte à outils, l'a ramené à sa voiture, et est rentré chez lui. La fissure était toujours là. Les clous tordus étaient toujours dans le bois. Nash n'avait jamais rien construit de sa vie. La boîte à outils n'était pas une tentative de réparation. C'était la distance exacte, entre ce qu'il avait détruit, et ce qu'il ne pourrait jamais réparer. 30e jour. La date limite fixée par Lorna a expiré. Nash n'avait pas répondu à la mise en demeure. Clint n'avait pas contacté son cabinet. Dejan n'avait pas appelé. La plainte civile a été déposée le lundi suivant. 23 400 € de dommages matériels, plus les honoraires d'avocat, plus les frais de dossier. 42e jour. Un samedi matin, mi-octobre, 6 semaines après que la porte d'entrée avait été retrouvée entr'ouverte sur le porche de la Maison du Lac. Le café de quai était posé sur la rambarde. La vapeur s'élevait dans l'air, qui sentait les pins et les premiers frimas de l'hiver. Le ponton avait été reconstruit par Garza la semaine précédente. De nouvelles planches, une nouvelle poutre centrale, une nouvelle rambarde. Les travaux avaient coûté 4 200 €. Le bois était bien droit, le grain était scellé, et la structure tiendrait bon pour les 15 prochaines années. À l'intérieur, sur le manteau de la cheminée, le canard en bois était posé,
là où il avait siégé pendant 21 ans. La tête était recollée. J'avais utilisé de la colle à bois, et un serre-joint de ma salle de classe de menuiserie. Le même type de pince que j'apprends à mes élèves à utiliser, lorsqu'ils doivent réparer des joints fendus. La ligne de colle courait le long du cou, fine et pâle, contre l'anneau de grain sombre. La fissure n'avait pas disparu. Mais le canard tenait bon. Il était posé, bien droit, sur la cheminée. Et quand je le regardais, je ne voyais pas la capsule de bière, le sol taché, ou le visage de Nash sur les caméras de sécurité. Je voyais un bloc de bois, un jeune garçon, et un homme aux mains fermes. Ensemble, sur un ponton qu'ils venaient tout juste de construire, avec le soleil se reflétant sur le lac, derrière eux. Dans la cuisine de Clint, à 40 minutes au sud, la lettre de mise en demeure se trouvait sous une pile de courrier, qu'il n'avait pas ouvert depuis 2 semaines. Diane avait cessé d'écrire sur le calendrier familial. Il n'y avait aucune date pour octobre. Aucune encre bleue. Aucun Nash Lac. Nash, quant à lui, devait payer sa mensualité de voiture le vendredi. Son compte courant affichait 820 €. L'ascenseur de son appartement était toujours en panne. Sa boîte à outils était restée dans le coffre, depuis sa visite au ponton, et il ne l'avait pas rouverte depuis. Les clous tordus étaient toujours à l'intérieur, les planches fendues reposaient toujours par-dessus, et le manche du marteau portait une fissure, apparue dès le 2e coup. Mon téléphone était à l'intérieur de la maison, face contre le plan de travail de la cuisine. Il n'y avait aucun appel en absence. Kay a apporté sa tasse jusqu'à la rambarde, et s'est tenue à mes côtés. Le ponton est beau, a-t-elle dit. Il a intérêt. Garza travaille mieux que moi. C'est faux, et tu le sais très bien. Elle a pris une gorgée, et a regardé l'eau. Ton grand-père aurait aimé ces nouvelles planches. Il aurait dit que les anciennes allaient très bien. Et il aurait eu tort. Le lac était plat. Le ponton était solide. Le canard était sur la cheminée, avec sa ligne de colle bien visible. Et ça le resterait toujours. Certaines choses se fissurent, et restent fissurées. D'autres tiennent bon, si vous savez comment travailler le joint. La différence, ce n'est pas le bois. C'est celui qui l'a construit. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Chaque semaine, découvrez une nouvelle histoire sur ce qui se passe quand une famille va trop loin, et qu'une personne décide de riposter.